Beaucoup. La parole est à présent à Madame la Présidente Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Pour une durée de 15 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Allez, silence, s'il vous plaît. Nous voilà arrivés au moment de vérité, un moment parlementaire inédit depuis 1962 qui va sceller, selon toute vraisemblance, la fin d'un gouvernement éphémère, un gouvernement de circonstances et finalement d'apparence. Monsieur le Premier ministre, dès votre nomination à Matignon, le Rassemblement national avait fait un choix responsable, transparent et loyal. Vous prendre au mot lorsque vous vous disiez prêt à construire un texte garantissant, je vous cite, des dépenses maîtrisées, un effort juste et une France souveraine, et à tenir compte des attentes légitimes de nos 11 millions d'électeurs pour atteindre ces trois objectifs. Nous avons voulu croire, manifestement à tort, que vous ne seriez pas le simple continuateur d'un système rejeté lors des dernières élections, mais un bâtisseur sincère, conscient des souffrances du pays, capable d'appréhender les nouveaux équilibres politiques et de rendre enfin la parole à ces millions de Français ignorés comme effacés de l'esprit des gouvernants. Mais au fil de ces 3 petits mois, il est apparu que vous étiez en réalité à la tête d'un gouvernement dépourvu de toute assise démocratique, y compris au cœur de votre soi-disant socle commun, un socle par ailleurs miné par les ambitions personnelles et les manœuvres de couloir qui le rongent. L'Assemblée nationale va très vraisemblablement censurer dans quelques minutes cette illusion d'optique. Vous vous êtes dit surpris de cet épilogue. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est la surprise d'un Premier ministre qui sait mieux que nous que c'est dans ses rangs que l'intransigeance, le sectarisme et le dogmatisme lui ont interdit la moindre concession, ce qui aurait évité ce dénouement. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait le choix de prolonger l'hiver technocratique dans lequel est plongée la France depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. La déconnexion des attentes démocratiques, la verticalité des décisions, le refus des consultations et des compromis, en somme, le respect de la volonté du peuple français en matière migratoire, sécuritaire ou fiscale, ou en matière de construction européenne, et ce malgré les résultats sans appel des élections de juin et juillet dernier. Rien d'étonnant dans ces conditions à ce que ce budget s'inscrive dans la continuité des 50 derniers qui l'ont précédé, des budgets de déficit chronique et de gaspillage qui ont porté notre dette à un niveau jamais atteint, 3 300 milliards, dont la facture est invariablement présentée aux Français, sommés d'éponger ses errements. Depuis 50 ans, la France a perdu le contrôle de ses finances publiques. Elle s'est rendue prisonnière de ces budgets qui obèrent désormais son avenir, celui de nos enfants et même de nos petits-enfants. Ils n'ont pas seulement découragé le travail, mais la création de richesses, pas seulement la volonté d'entreprendre, mais la possibilité de le faire. Ce budget ne s'attaque pas seulement à la France, il prend en otage les Français, et singulièrement les plus vulnérables, les retraités modestes, les personnes malades, les travailleurs pauvres, les Français considérés comme trop riches pour être aidés, mais pas assez pauvres pour échapper au matraquage fiscal. Ces Français qui se posent tous une unique question: où va l'argent? Car comme nous, ils constatent cet extravagant paradoxe. Toujours plus d'impôts et pourtant toujours moins de services publics, toujours moins de protection sociale. Dans ce contexte de crise budgétaire et institutionnelle, nous vous avons proposé un contre-budget traduisant 5 choix politiques clairs. Rendre du pouvoir d'achat aux Français, défendre les entrepreneurs, lutter contre les rentes, la spéculation et la fraude, dégraisser l'État et le recentrer sur ses missions régaliennes, stopper les dépenses contraires à la volonté populaire. Vous avez refusé jusqu'au bout de retenir ne serait-ce qu'une partie raisonnable mais essentielle de ces mesures, pourtant détaillées et chiffrées.
Vous n'avez apporté qu'une seule réponse. L'impôt, l'impôt, toujours l'impôt. 40 milliards d'impôts nouveaux, dont 20 milliards pour les entreprises. Mais ce n'est pas le Rassemblement national qui a qualifié votre budget de récessif, ce sont les milieux économiques. Vous avez même refusé de soutenir l'indexation des retraites sur l'inflation, mesure qui, il y a quelques mois, était un marqueur, voire une ligne rouge du soi-disant socle commun. En fait, les seules lignes rouges qui ont été abandonnées depuis 3 mois, ce sont finalement celles de vos députés. Je voudrais rafraîchir ici, d'ailleurs, la mémoire de certains d'entre eux, car ils semblent comme frappés d'amnésie générale. Messieurs Wauquiez et Attal, au hasard, qui pêle-mêle nous affirmaient qu'il y aurait une règle d'or pour revaloriser chaque année les retraites à hauteur de l'inflation ou qu'il n'y aurait aucune augmentation d'impôts pour les Français. Le tout a été admirablement résumé par l'une de vos députées devenue depuis ministre de votre gouvernement. Hausse d'impôts, disait-elle, diminution des retraites, aggravation du déficit public. Ça, pour le coup, on l'a dit très vite au président de la République, c'est le déclenchement de la censure. Mais le budget que nous rejetons aujourd'hui ne fait pas que renier vos promesses. Il ne comporte ni cap ni vision. C'est un budget technocratique qui continue à dévaler la pente en se gardant bien de toucher au totem qu'est l'immigration hors contrôle, en s'abstenant de s'attaquer à la vie chère en métropole comme en outre-mer, en refusant de s'attaquer aux causes plutôt que de parler des conséquences de la vertigineuse glissade sécuritaire et criminelle que connaît le pays. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur les Outre-mer, si chers à mon cœur. Manifestement, vous n'avez pas pris la mesure de leur désespoir. Crise sociale due à la vie chère, accès à l'eau potable, insécurité et immigration clandestine. Sur tout cela, vous n'avez rien entrepris. Le budget que nous rejetons aujourd'hui apparaît clairement comme le contraire d'une politique pensée et pesée. Il n'est qu'une comptabilité froide, issue de logiques bureaucratiques, de choix d'habitude ou de routines dépensières, sans se soucier des postes et des personnes, en ayant à l'esprit que le mandat que nous ont confié nos électeurs est le sens de l'intérêt national. Nous avions éclairé le chemin qui mène au compromis avec 3 balises: immigration, pouvoir d'achat, sécurité. Ces balises, le gouvernement n'a pas voulu les voir, comme s'il était pour lui déshonorant de chercher en ces circonstances les voies de la conciliation nationale. Les petits pas qu'il a timidement et très tardivement tentés ne peuvent s'appeler des concessions, ce sont des miettes. Je le déplore, mais c'est ainsi. Alors, à ceux qui me croient animé de l'intention de choisir par un vote de censure la politique du pire, je veux leur dire que la politique du pire serait de ne pas censurer un tel budget, un tel gouvernement, un tel effondrement. La France aura un budget, car comme nous l'avons rappelé, nos institutions nous permettront de voter au plus tôt, avec un nouveau gouvernement, des lois de finances pour 2025. Et d'ici là, une loi spéciale que nous voterons évidemment permettra à l'État de continuer à percevoir l'impôt et d'exécuter les dépenses publiques indispensables à la continuité de la vie nationale. En revanche, nous lui évitons la prolongation des tragiques erreurs économiques et fiscales du passé. Nous permettons par notre défense de l'intérêt national, à rebours de 40 ans de politique économique toxique dont vous êtes le continuateur, d'éviter le chaos. Que l'on soit juste, la dissolution, nous la devons à la rupture profonde et ancienne entre la volonté du peuple et les réalisations de leurs dirigeants. La censure est la conséquence non seulement des manœuvres électorales des élections législatives qui ont privé la France d'une majorité de gouvernement, mais également du chantage de votre propre minorité qui vous a interdit de trouver les voies de passage avec vos oppositions
ce qui est pourtant le fondement de la démocratie. Enfin, la situation de notre pays, nous la devons aussi à un président qui s'est ingénié sans discontinuer à déconstruire tout ce qu'il pouvait. Le Quai d'Orsay, la préfectorale, la police judiciaire, le droit à la retraite, l'assurance chômage, la SNCF, la souveraineté nationale, les fleurons de notre industrie, et cette liste n'est pas exhaustive. Emmanuel Macron s'est attaqué depuis 7 ans à tous les murs porteurs de l'État et de la nation et a terriblement affaibli la fonction présidentielle, clé de voûte de l'édifice institutionnel français. Parce qu'une logique constitutionnelle le commande. En attendant que le peuple reprenne la parole et la main, c'est au chef de l'État et à lui seul qu'il appartiendrait de sortir le pays de cette pathétique ornière. Je le dis ici, j'ai trop de respect pour la fonction suprême, de déférence à l'égard de nos institutions, de révérence vis-à-vis du suffrage universel, pour participer à une quelconque entreprise, même parlementaire, de demande de destitution. Je laisse cela aux tchéguévaristes de carnaval qui, sans nul doute, se reconnaîtront. C'est à l'intéressé lui-même de conclure s'il est en mesure de rester ou pas. C'est à sa conscience de lui commander s'il peut sacrifier l'action publique et le sort de la France à son orgueil. C'est à sa raison de déterminer s'il peut ignorer l'évidence d'une défiance populaire massive que, dans son cas, je crois définitive. S'il décide de rester, il sera contraint de constater qu'il est le président d'une République qui n'est plus tout à fait, par sa faute, la 5e. Il devra se résoudre, enfin, au respect de l'Assemblée nationale élue, au respect de tous les citoyens sans exception et évidemment au respect des logiques démocratiques. Alors, mes chers collègues, aujourd'hui où la censure nous apparaît comme une nécessité pour mettre fin au chaos, pour éviter aux Français un budget dangereux, injuste et punitif qui, de surcroît, aggrave les déficits, les institutions nous contraignent à mêler nos voix à celles de l'extrême gauche. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons, tant les idées de l'extrême gauche et de la gauche extrémisée sont dévastatrices pour l'unité, la sécurité et la prospérité du pays, et tant leur comportement est terriblement éloigné de l'idéal français et du respect de nos institutions. Ces institutions, ces mêmes institutions nous contraignent aujourd'hui à utiliser le NFP comme un simple outil pour éviter l'application d'un budget toxique. Mais contrairement à ce que vous avez fait en juin dernier, nous ne les envisagerons jamais comme des alliés. Car les Français n'oublieront pas que si tant de députés insoumis siègent sur ces bancs, c'est grâce au désistement des candidats macronistes et LR. Si tant de députés macronistes et LR siègent sur ces bancs, c'est grâce au désistement de candidats insoumis, n'est-ce pas, Monsieur Wauquiez? Quoi qu'il advienne, le Rassemblement national se tiendra prêt pour ouvrir au pays la voie du redressement qui l'attend. C'est la vocation même de la France, d'ailleurs, de renouer avec le sursaut et la grandeur. Je veux dire à ceux qui souffrent et qui désespèrent que le temps n'est plus très loin, avant que ne se profile la grande alternance, cette grande alternance que nous appelons de nos vœux et qui sera synonyme pour tous les Français de délivrance. Ce jour viendra bientôt, peut-être très vite. Ce sera là le véritable choc d'espérance qu'attend la France. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole. Ce moment n'est pas simplement une procédure parlementaire, c'est une décision qui déterminera si nous acceptons le statu quo ou si nous choisissons de le contester.
Nous avons fait preuve de patience, nous avons attendu, nous avons même tenté le compromis, mais lorsque la voix du peuple est ignorée à répétition, le silence devient lui-même une faute. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de vies humaines. De ces citoyens écrasés par le poids de la vie chère, qui malgré leurs efforts restent dans l'incertitude, et qui posent une seule question. Est-ce que quelqu'un nous écoute? Aujourd'hui, nous sommes là pour eux. On nous reprochera d'avoir choisi la fermeté, d'avoir ébranlé le système. Mais la véritable question est la suivante, faut-il préserver un système qui ignore son propre peuple, ou faut-il le changer? Le vote d'aujourd'hui n'est pas seulement dirigé contre un gouvernement, mais contre une manière de penser, celle qui considère que le peuple n'est important que le jour des élections. Nous rejetons cette idée. Et n'oubliez pas, chaque fin ouvre la voie à un nouveau commencement. Si une ère s'achève aujourd'hui, une autre, meilleure, peut commencer demain, une ère où le peuple n'est pas seulement entendu, mais véritablement compris. Ce n'est pas seulement de la politique, c'est une responsabilité. Et aujourd'hui, nous assumons pleinement cette responsabilité.